Fait que je vais vous présenter notre animateur conférencier, M. Alexandre Lanou. Merci. Merci, Mme Plouffe. Merci tout le monde de m'accueillir ici aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est correct? OK. Merci, oui, d'avoir affronté la tempête ce matin. Je l'ai affronté, je n'ai pas roulé vite et je suis là, sain et sauf. Et puis, je suis vraiment content de vous rencontrer ce matin pour vous donner la formation sur le tribunal administratif du logement. Avant ça, je vais juste me présenter là, brièvement d'où je viens, tout ça. Moi, j'ai été enseignant pendant 17 ans en adaptation scolaire. J'enseignais dans une école qui s'appelle l'école Espace Jeunesse. C'est des jeunes en déficience intellectuelle de 5 à 21 ans. Donc, j'ai travaillé là pendant 17 ans, comme je vous dis. Il y a certaines choses du milieu de l'éducation qui me plaisaient moins. Donc, après toutes ces années, j'avais deux choix, soit continuer à chialer pendant 20 ans, ou soit faire un changement. Et j'ai décidé là, en octobre de faire un changement, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Chez Action Logement, mon mandat, c'est de courte durée. Mon mandat se termine en septembre. Je viens de le commencer en novembre. C'est un contrat de 10 mois. Mais je me dis que c'est quelque chose qui va m'amener ailleurs, qui me fait rencontrer des nouvelles personnes, puis je fais confiance à la vie là, pour le futur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissiez déjà notre organisme avant de venir à la formation aujourd'hui? Monsieur ici. Oui? Est-ce que vous connaissez dans le détail? Vous avez fait affaire avec nous? Non, mais je veux dire, pour l'OQDR? Non, mais je veux dire pour Action Logement Lanaudière, est-ce que vous connaissez notre organisme? Non? OK, il n'y a pas de problème. Dans le fond, pour vous faire connaître notre organisme, j'ai pensé vous faire piger des petites phrases. OK? Vous allez lire une phrase et vous allez me dire si, d'après vous, ça fait partie du mandat d'Action Logement Lanaudière ou si ça représente Action Logement Lanaudière. OK? Je vous donne un exemple. Si je vous dis, chez Action Logement Lanaudière, il y a 10 intervenants qui y travaillent. OK? Donc là, vous allez me dire si, selon vous, c'est vrai ou si c'est faux. OK? Puis après ça, on va corriger, puis je vais vous donner des infos là, sur notre organisme. Ça marche? Je sors mon petit plat de popcorn. Je vais faire piger une phrase. On va commencer par vous. Action Logement Lanaudière donne des opinions et des conseils juridiques aux locataires. J'imagine que c'est vrai. On donne des opinions et des conseils juridiques aux locataires. Donc, vous me dites que c'est vrai. OK? On va y aller comme ça. Donc, on me dit qu'on donne des opinions et des conseils juridiques. On va le mettre dans le vrai, puis si ce n'est pas le cas, on corrigera tantôt. Non, c'est ça, mais je me dis, c'est une façon amusante d'apprendre. OK? La mission d'Action Logement Lanaudière est de défendre le droit de locataires et de faire de l'éducation populaire. Merci. Donc, défendre les droits des locataires et faire de l'éducation populaire. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. C'est vrai? OK. On va mettre ça dans vrai. Tantôt, je ne vous avais pas fait présenter ce que vous faites partie de... C'est bon. Madame Plouffe, ça ne vous dérange pas que je vous fasse piger? Action Logement Lanaudière est, entre autres, membre du Front d'action populaire en réaménagement urbain, FRAPU. OK. Donc, on fait partie, dans le fond, on est membre du... C'est vrai, j'ai pas dit. Du FRAPU, c'est vrai ça? On est membre du FRAPU. OK, Front d'action en réaménagement urbain. Donc, on me dit c'est vrai. Je vais aller le mettre ici. Les services offerts par Action Logement Lanaudière coûtent seulement 10 et 50 $. OK, donc nos services coûtent 10 et 50 $. Si vous appelez chez nous, on va vous dire parfait, ça coûte juste 10 et 50. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est faux? OK. Vous n'avez pas fait piger, hein?
Action Logement Lanaudière offre des services dans 26 municipalités de Lanaudière. C'est vrai. OK, donc on dit que c'est vrai, ce qu'on donne des services dans 26 municipalités. On dit vrai. Dernière phrase. Qui n'a pas pigé ici? Écoute la porte. OK. Action Logement Lanaudière est un organisme communautaire créé en 1987. Point d'interrogation. On a été créé en 87. On a madame qui me dit non. OK, que ça serait faux. Je vais aller le mettre dans faux. On va se corriger. OK? On a dit Action Logement Lanaudière donne des opinions et des conseils juridiques aux locataires. C'est pas vrai. C'est faux. Parce que qui peut donner des conseils et des opinions juridiques, selon vous? Il y a juste une personne, un type de personne. Les avocats. Les avocats. OK? Donc, chez Action Logement Lanaudière, on n'est pas des avocats. Il n'y a personne qui est avocat qui travaille pour nous non plus. Donc, nous, on va donner de l'information générale sur les droits et sur les obligations des locataires. On ne vous dira jamais vos chances de gagner une cause, c'est de 70%. Jamais on va vous dire ça. On vous dira jamais dans une mise en demeure, vous devriez écrire ci, ça, ça. Dans le fond, le but, c'est d'amener les personnes à prendre leurs décisions par eux-mêmes, à faire leurs démarches par eux-mêmes, mais en les accompagnant, en les informant. Dans le fond, c'est ça notre mission. La mission d'Action Logement Lanaudière, faire la défense des droits et de l'éducation populaire. Donc, l'éducation populaire, c'est ce que je fais présentement aujourd'hui. Donc, je suis ici pour vous donner une formation. Donc, c'est vrai. Action Logement Lanaudière est entre autres membre du Front d'Action populaire en réaménagement urbain, ce qui est vrai. Tantôt, je discutais avec un monsieur concernant le logement social. Hier, on est allé à Québec pour se mobiliser pour que le gouvernement se bouge enfin et construise des logements sociaux, parce que vous savez que présentement, il y a une pénurie de logements et en plus, les logements coûtent très, très cher. Donc, pourquoi nous, on veut qu'il y ait une construction d'au moins 50 000 logements sociaux? C'est parce que le logement social, je ne sais pas si vous savez, mais c'est 25% du revenu de la personne. OK? Et on va parler surtout de nos jours de logements abordables, mais ce n'est pas si abordable que ça. Parce que quand le gouvernement parle de logement abordable, il parle de 10% du loyer médian, okay, d'un loyer pour une région donnée. Donc, si un loyer coûte 1 000 $, ben, on enlève 10%, ça revient à 900 pour une mère de famille monoparentale. Ça peut être très, 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 très dispendieux quand même. Okay. Oui, mais merci de le préciser. Donc, l'HLM, c'est ça, ça fait partie là, du logement social, 25% du revenu. Merci. Action Logement Lanaudière offre des services dans 26 municipalités de Lanaudière. Donc ça, c'est faux. C'est pas dans 26, c'est dans 57 municipalités. Chez Action Logement Lanaudière, on a seulement un point de service, qui est à Joliette, et on couvre 6 MRC, donc 57 municipalités. Et entre autres, dans mon mandat, je fais partie là, du comité salubrité et je dois me déplacer dans les municipalités pour rencontrer les maires, pour leur expliquer l'importance d'établir une réglementation sur la salubrité, qu'il y ait des inspecteurs municipaux qui puissent se déplacer dans les logements. Okay? Et pourquoi on veut que ça soit mis en place? Ça, c'est que depuis février 2020, quand un locataire se présente avec un rapport d'inspection au tribunal administratif du logement, sa cause va être prise en charge dans les 10 jours qui suivent. Donc, c'est tout un avantage d'avoir un inspecteur municipal. Les services offerts par Action Logement Lanaudière coûtent seulement 10,50 $, c'est effectivement faux. Tous nos services sont gratuits. Donc, si vous appelez Action Logement pour avoir une information, pour avoir du soutien, c'est gratuit. Un organisme communautaire créé en 1987, c'est effectivement faux. On a été créé en 2007 et c'est seulement depuis 2013 qu'on a une personne qui travaille à temps plein, okay, chez Action Logement Lanaudière. Et puis, et tout le reste, on en a parlé. J'ai une question aussi. Oui. Est-ce que l'Action Logement est infologie? Ouais. Est-ce que c'est pas mal similaire, ça, comme rendement que vous donnez? Infologie, ça c'est le Infologie Mauricie. Non, exemple.
Moi, je me rends à Tétroville, puis il y a ces services-là, infologie. OK. Ben, Infologie, nous autres, dans le fond, il doit y avoir Infologie dans différentes régions, parce que hier, quand on était allé à Québec, justement, on est allé chercher des personnes d'Infologie Mauricie. Donc, ils vont militer aussi pour des droits, mais au niveau du mandat spécifique, là, vous dire si c'est exactement la même chose, je ne sais pas, je peux pas vous dire là-dessus. Moi, j'ai eu référence à ça avant de déménager ici. OK. Parce que je voulais juste savoir Non, non. si vous êtes à peu près la même, si vous donnez les mêmes infos. Je sais que eux aussi non plus, ils n'ont pas de mandat juridique. Ouais. Peuvent pour des causes, appuyer des causes, pas certaines. OK. En tout cas, ben là, hier, il était présent là, à Infologie à Québec pour le logement social. Donc, aujourd'hui, notre formation sur le tribunal administratif du logement, c'est pour vous donner une information générale sur les procédures. OK? C'est sûr que je vais essayer du mieux possible de répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions spécifiques ou des questions pour lesquelles je ne peux pas répondre aujourd'hui, je vais les prendre en note. Puis ce que je vais faire, je vais ensuite aller chercher les réponses et je vais pouvoir les transférer là, à Mme Plouffe par courriel. Aujourd'hui, j'ai aussi des documents à vous remettre parce que je vais vous parler là, de certaines choses, comment faire déposer une demande au tribunal. J'ai imprimé des formulaires, vous allez pouvoir voir vraiment à quoi ça ressemble. J'en ai assez là, pour tout le monde, évidemment. Ça marche? Oui. Ici. Les consignes, levez la main, tout ça, je pense que vous êtes un public assez calme, je n'ai pas besoin de vous les lire. OK. Encore un petit vrai ou faux. Je vais vous distribuer chacun un carton vert, un carton rouge. C'est pour aller vérifier vos connaissances au niveau du tribunal administratif du logement, voir ce que vous savez déjà. Donc, si, tantôt on va lire les questions, si c'est vrai, vous allez lever dans les airs le X, le crochet vert, et si c'est faux, vous allez lever le X rouge. Donc, vérifions vos connaissances. Selon vous, lorsqu'un locataire croit que ses droits ne sont pas respectés, il doit immédiatement faire une demande au tribunal administratif du logement. Donc, on a 3 verts, puis 4 verts, puis on a 5 faux. OK. On va aller voir la réponse. C'est faux. Dans le fond, avant d'entreprendre une démarche au tribunal, de faire les démarches pour faire une demande, qu'est-ce qu'on doit faire avant? S'informer. S'informer, on dit s'informer. On a entendu dire qu'on avait 30 jours. OK? On parlait avec Je vais vous donner un exemple. OK? Supposons votre galerie est à réparer. OK? Il faut que votre propriétaire a une obligation qui est de vous fournir un logement qui est dans un état salubre, qui est sécuritaire. OK? Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous déposez tout de suite une demande au tribunal. On parle au propriétaire. Parler au propriétaire. OK? Parfait. Première chose, on va lui parler. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, après, s'il ne répond pas à la demande, vous allez lui dire, la galerie, je pile dessus, c'est en train de défoncer, mais il ne fait rien suite à ça. Qu'est-ce que je fais? Envoyer une lettre. OK. Quel genre de lettre? De mise en demeure. En parlant du sujet ou du problème. OK. On me dit par courrier recommandé. Oui? De mise en demeure. Une mise en demeure, OK. Si c'est urgent, je le fais réparer puis j'envoie la facture. OK. Bon. J'en ai parlé à mon propriétaire, il n'a rien fait. Deuxième chose, je vais y envoyer quelque chose d'écrit. OK? Ça n'a pas besoin d'être une affaire enregistrée tout de suite. Là. Ça peut être un courriel, par exemple. Parce que l'important, essayer d'avoir de bonnes relations avec son propriétaire. OK? On ne va pas l'attaquer d'une certaine manière tout de suite. OK? Donc, on en parle, on écrit un courriel. Ensuite, une fois que la démarche écrite non officielle n'a pas fonctionné, là, on peut envoyer une mise en demeure. OK? Est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer une mise en demeure, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Qu'est-ce que c'est en tant que tel, une mise en demeure? C'est sans préjudice. Quand on fait une mise en demeure, là, qui est une lettre, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On l'avertit, dans le fond, de la situation.
OK, donc on me dit on avertit la situation. OK, très bien. Donc, on me dit, ici, on donne 10 jours pour répondre. Donc, dans une mise en demeure, vous allez dire ce que vous attendez du propriétaire. OK, je veux, par exemple, que ma galerie soit réparée et vous lui donnez un délai. Bon, par exemple, 10, 15 jours. OK, vous lui donnez un délai et vous dites, si vous ne passez pas à l'action dans le délai que je vous donne, là, je vais déposer une demande au tribunal administratif du logement. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on a un problème avec le propriétaire, la première étape n'est pas de faire une demande tout de suite au tribunal. Les personnes en CHSLD ne peuvent pas faire de demande au tribunal administratif du logement. Ceux qui sont en CHSLD ne peuvent pas faire de demande. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Il faut s'adresser au cas. OK. Donc, on me dit, j'en ai des vrais, 2 vrais. On me dit, OK, j'ai des faux. Les patients ou les gens qui travaillent là? Là, on parle des personnes qui y habitent. Aujourd'hui, on est vraiment au niveau des locataires, des personnes qui y habitent. OK, donc j'avais, mettons, 3 faux, les autres, c'est des vrais. Donc, c'est vrai, les personnes en CHSLD ne peuvent pas faire de demande au tribunal. On va le voir plus précisément tantôt, parce que les CHSLD relèvent du ministère de la Santé. Et là, c'est au niveau du commissaire des plaintes. On va le voir précisément là, tout à l'heure. Il est impossible de réunir plusieurs demandes pour un procès. Impossible de réunir plusieurs demandes pour un procès. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou faux? On a une majorité de faux jusqu'à maintenant, et on a un vrai. C'est faux, effectivement. On peut réunir plusieurs demandes, mais il faut qu'il y ait un lien entre les demandes. Okay? Par exemple, ils ne vont pas réunir des causes, mais si vous faites une demande au tribunal pour justement une réparation non faite, et il y a une autre demande qui est faite pour harcèlement, bien, c'est 2 choses qui n'ont pas de lien entre elles. Okay? Les préposés du tribunal administratif du logement, quand on parle du TAL, c'est le tribunal administratif du logement, qui est anciennement la régie du logement, sont disponibles pour vous aider à remplir une demande. D'après vous, si vous allez à la régie, au TAL, est-ce qu'on peut vous aider à remplir une demande contre votre propriétaire, si on veut? On dit majorité de vrai, puis on a un faux. Donc, c'est vrai, sur rendez-vous, les préposés peuvent vous aider à remplir une demande. Et dernièrement, il est préférable de ne pas envoyer une copie des preuves au propriétaire avant le procès, afin qu'il ne puisse s'en servir contre nous. On me dit vrai, puis j'ai des faux aussi. J'ai 3 faux, 4 faux, et le reste des vrais. Donc, c'est faux, OK? Quand on fait une demande contre le propriétaire, on doit envoyer un document qui s'appelle la liste des pièces, OK? La liste des preuves. Et, bon, par exemple, si vous avez des preuves là, qui sont, par exemple, des photos, vous n'êtes pas obligé systématiquement d'envoyer les copies des photos au propriétaire, mais s'il vous demande de lui donner, vous devez donner les photos au propriétaire. OK? Bien, vous pouvez regarder les originaux, vous lui envoyez des copies, là, évidemment, mais vous devez. Sauf si c'est le propriétaire qui a fait une demande contre vous, OK? Là, vous n'avez pas à fournir la liste des preuves. Les copies, faut-elles qu'ils soient enregistrées à ce moment-là? Recommandées ou non? Oui, ça, on va le voir en détail tantôt. Il faut que vous ayez une preuve que vous avez envoyé un envoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est le tribunal administratif du logement? Comme je vous ai dit tantôt, c'était anciennement la régie du logement. On appelle ça le TAL, le tribunal, depuis 2020. Okay? Puis ça n'a absolument rien changé. Il y a juste le nom qui a changé, là, ou à peu près. Donc, c'est un tribunal administratif, c'est pas judiciaire. C'est pour régler des problèmes entre le propriétaire et le locataire, mais aussi entre locataires. OK? Parce que, évidemment, les locataires, ils ont des obligations, ils ont aussi
des droits, dans leurs obligations, c'est de ne pas troubler la paix des autres locataires. Donc, des fois, il peut arriver des situations de locataires. Et là, on peut avoir des recours au tribunal. Ce n'est pas pour les CHSLD, comme je vous disais tantôt, pour les RI. Quand on parle de RI, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ressources intermédiaires. Ressources intermédiaires, merci. RTF, ça veut dire quoi? Ressources de type C'est familial. les résidences privées. Merci. Les inconnus. Ressources de type familial et les soins de santé en RPA, donc en résidence pour les personnes aînées. Donc, tout ça, ça relève du ministère de la Santé. Donc, s'il y a une problématique, on se réfère au commissaire aux plaintes et à la qualité du CIS de la Naudière, parce qu'on est dans la Naudière, donc dans notre cas, ça concerne le CIS de la Naudière. OK? Quand on parle des RPA, par exemple, si le problème relève du bail en tant que tel ou des conditions qui ne sont pas respectées dans le bail, là, on peut faire affaire au tribunal administratif du logement, mais si ça ne concerne pas le bail, là, on ne peut pas avoir accès au TAL dans ce cas-là. Et c'est pour des demandes de moins de 85 000 $. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que je vais trop vite? Tout est beau? Donc, avant de commencer une demande, avant de commencer la demande au tribunal, on envoie une mise en demeure. C'est une fois qu'on a parlé avec le propriétaire, qui n'a rien fait, qu'on lui a écrit un courriel, qui n'a rien fait, on envoie une mise en demeure qui explique la demande. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Ensuite de ça, il faut s'assurer évidemment que le délai qu'on a donné dans la mise en demeure soit dépassé. Oui. Parce que tu fais les questions en même temps. Vu qu'on n'est pas beaucoup, on peut se permettre, oui. Entre les deux, combien de temps il faut attendre? Mettons, je parle, ça ne marche pas. Ouais. J'envoie un courriel entre les deux. Entre les trois, mettons, avant d'arriver à la mise en demeure, on attend un mois. Okay. On me demande ici, supposons que j'ai fait la demande verbale à mon propriétaire qui n'a rien fait, que je lui ai envoyé un courriel qui n'a rien fait, combien de temps je vais attendre pour lui envoyer la mise en demeure? Je n'ai pas vraiment de délai précis à vous donner, OK? Dans le fond, c'est selon votre jugement et aussi la gravité de la situation. On s'entend que si, je parlais tantôt du balcon qui menace de défoncer, ben, c'est quelque chose qui est urgent, puis ça fait partie des obligations de votre propriétaire, de toute façon, pendant toute la durée de votre bail, de vous offrir un logement qui est salubre et sécuritaire, donc qui n'affecte pas votre santé, qui n'affecte pas votre sécurité. Donc, il n'y a pas de délai précis, mais ça va toujours dépendre de la situation. Au moins, on le précise dans la lettre. Oui, dans la lettre, de toute façon. J'attends la réponse, Oui. dans 30 jours. Ah oui, ça c'est là, dans la mise en demeure, on donne le délai, donc c'est ça. Le délai dépassé, est-ce que vous me disiez tantôt, dans le fond, le délai que vous vouliez savoir, c'est le délai entre le temps où j'ai fait les demandes écrites non officielles et le temps d'envoyer la mise en demeure ou le délai que je vais lui donner? Je constate le problème. Ouais. Je mentionne combien de temps j'attends avant d'écrire. OK, Si je ne OK. fais pas le Ouais. lendemain, j'attends un peu. Après Ouais. ça, avant d'arriver à la lettre, je donne une petite chance que ça retourne Oui. pas bord, là, dans le fond. Ouais. Tu sais, par exemple, là, dans les cas d'insalubrité, on dit donner un délai de 10 jours environ. Là, fait que ça pourrait être quelque chose qui serait raisonnable. OK, merci. Et ensuite de ça, avant d'entreprendre des démarches au tribunal, on s'est questionné sur la meilleure démarche pour notre situation, parce que ça ne veut pas dire que c'est toujours la meilleure chose pour nous d'entreprendre des démarches au tribunal. C'est toujours de peser le pour et le contre. Il y a des avantages puis il y a des inconvénients. Okay? Si vous appelez chez Action Logement La Naudière, on ne vous dira pas « Oui, faites une demande au tribunal ». C'est à vous à prendre en considération. Est-ce que vous êtes prêt à subir ce stress-là? Est-ce que vous vous sentez confiant d'avoir à passer à travers toutes les étapes? Parce que c'est sûr que ça amène un stress. Donc, c'est de peser le pour et le contre. Okay? De voir, est-ce que j'ai plus d'avantages, plus d'inconvénients? Donc, comment on va déposer une demande au tribunal? J'aimerais ça que quelqu'un me lise la première phrase en haut. Excusez. Récolter des preuves. Récolter des preuves. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner des exemples de preuves? Qu'est-ce qu'on peut amasser? Les photos qu'on prend pour si on a quelque chose, encore là, les lettres qu'on lui envoie. C'est une preuve, une copie d'une lettre enregistrée. Oui. C'est ces choses-là que je pense. Très bien. Donc, on dit ici des photos, on dit une copie d'une lettre enregistrée qu'on a renvoyée. C'est important les dates. Je pense les dates. J'ai demandé telle date, telle photo. Après ça, j'ai fait ça. Oui. Date. OK.
OK. Oui, si, par exemple, vous faites un appel téléphonique, on dit ici, bien, écrire les dates. À telle date, je l'ai appelé. OK. Ensuite, est-ce qu'il y aurait autre chose? Des témoins. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Oui, puis les consigner pour vous en rappeler. Si jamais vous allez au tribunal, vous rappelez les personnes qui pourraient venir témoigner, par exemple. Très bien. Si vous envoyez des courriels, tantôt, je vous parlais de ça, vous lui avez parlé, il n'a rien fait. Après ça, vous avez envoyé un courriel. Bon, oui, gardez des traces. OK? Comme les textos aussi, maintenant, c'est Texto. la nouvelle mode, là. Oui, ça peut être une façon aussi d'entrer en contact et garder ces preuves-là. Ensuite, remplir le formulaire liste des pièces. Ça, je vais vous le fournir tantôt, vous allez le voir. Donc, c'est le document où vous allez inscrire toutes vos preuves dessus. OK? Et récupérer le formulaire de demande. Ça, dessus, bien, ça va être écrit. Par exemple, je vais vous donner le document tantôt. Qu'est-ce que vous demandez à votre propriétaire, dans le fond, et pourquoi vous le demandez? Avoir une copie de la mise en demeure que vous avez envoyée au propriétaire et payer les frais. Donc, ils sont d'un maximum de 84 $. Les frais de. Ben, payer les frais pour l'ouverture du dossier. Ça coûte 84 Oui, ouais. Aujourd'hui, c'est rendu le maximum. Je vais vous fournir justement les documents. Je vais vous donner le premier document, c'est le formulaire de demande. Donc, si jamais vous déposez une demande au tribunal, juste pour que vous puissiez vous familiariser, voir à quoi ça ressemble. Et je vais vous donner aussi le formulaire de la liste des pièces. Donc, le formulaire sur lequel vous écrivez les preuves, la liste des preuves. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la demande? Dans le formulaire de demande, c'est le grand ici, le 8,5 par 14. Donc, l'adresse du logement concerné, évidemment. Et on identifie les parties. Donc, la partie demanderesse, ça, c'est la personne qui fait la demande. Donc, si vous, en tant que locataire, vous faites une demande, par exemple, pour que votre propriétaire fasse des réparations dans votre logement, bon, c'est vous, la partie demanderesse, c'est vous qui faites la demande. La partie défenderesse, dans ce cas-là, c'est le propriétaire. En bas ici, vous voyez, en bleu, là, en lettres majuscules, objet de la demande. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Je veux obtenir un dédommagement de 15 000 $. OK? Et les motifs de la demande, donc le pourquoi. Pourquoi vous faites cette demande-là? OK? Et on dit, attention, le juge va porter attention seulement à ce qui va être dans la demande. Oui? Dans la demanderesse, ce sont les deux dans l'appartement. On va les deux noms. Oui. Si vous êtes deux Deux personnes. sur le bail. Si vous êtes les deux sur le bail, vous mettez le nom des deux personnes. OK, parfait. Puis, juste comme information, une personne qui n'est pas sur le bail, est-ce qu'elle est considérée comme un colocataire? Non, c'est Non. pas la personne responsable. Si il y a une personne qui est sur le bail et que l'autre n'est pas sur le bail, elle n'est pas considérée comme un colocataire, elle est considérée comme une personne occupante. Et dans ce cas-là, elle n'a pas les mêmes droits que la personne qui est colocataire, qui n'est pas sur le bail. Donc, je vous disais, c'est ça, le juge va porter attention seulement à ce qui est dans la demande. La journée que vous allez arriver au tribunal, ben, si vous voulez parler d'autre chose, il ne vous entendra pas pour ça. Il va vous entendre juste pour ce qui a été demandé, donc c'est important de le savoir. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui? Donc, une fois qu'on a déposé la demande, OK? Tantôt, madame, vous me demandiez, est-ce qu'il faut que le propriétaire ait une copie, une copie des preuves, bon, tout ça? Oui, c'est ce qu'on appelle la notification. Quand on parle de notification, ça veut dire envoyer une copie de la demande, donc du grand formulaire, et une copie du petit formulaire de la liste des pièces. Il faut que vous envoyez ça au propriétaire, OK? Vous envoyez ça par courrier recommandé. Là, on va vous donner un petit ticket comme preuve, OK? Là, vous avez 45 jours après l'ouverture du dossier pour aller dire au tribunal, regardez, j'ai envoyé mes copies au propriétaire. Si vous ne le faites pas dans les 45 jours, ce qu'ils font, paf, ils vont fermer le dossier, OK? Donc, c'est important à savoir. L'amendement, oui. Les 45 jours, la date, c'est quand tu vas déposer. Oui.
on dit, c'est ça, le 45 jours, c'est pas 45 jours après avoir envoyé la copie. C'est 45, vous ouvrez, supposons, votre dossier au tribunal le 1er novembre. Là, vous faites une copie de la demande, une copie de la liste des pièces, vous envoyez ça au propriétaire, et c'est 45 jours. Le 45 jours, il commence à partir du moment où vous avez ouvert votre dossier à la régie. OK? L'amendement. Ça, c'est supposons que, je reviens tout le temps avec mon histoire de balcon, vous avez demandé dans votre mise en demeure, OK, que votre propriétaire répare votre balcon. Mais là, en cours de route, vous dites, oh, il y a la rampe, par exemple, qui est défectueuse aussi. Je voudrais rajouter ça. Il y a une possibilité de rajouter. OK? Il faut que ça soit en lien avec la demande. OK? Donc, ce qu'on fait, dans ce cas-là, on envoie une mise en demeure. Si dans la mise en demeure, vous n'aviez pas parlé de la rampe du balcon, vous aviez juste parlé du balcon, vous n'aviez pas parlé de la rampe, vous devez envoyer une autre mise en demeure, OK? Avec un délai. Ensuite de ça, s'il n'y a pas d'agissement, là, vous allez au tribunal administratif du logement pour dire « je veux rajouter un élément » et on notifie cet amendement-là. OK, donc on va envoyer une copie au propriétaire aussi. Oui? On ne paye pas l'autre fois. Ben, C'est un amendement. oui, c'est ça. Vous ne payez pas pour une ouverture de dossier, là. C'est un rajout. OK? Puis on notifie l'amendement, on envoie une copie au propriétaire. Puis comme je vous ai dit, c'est seulement en lien avec la demande. Puis si vous en rajoutez toujours de plus en plus, mais c'est sûr que ça va ralentir le processus pour que votre demande soit entendue. Puis pour ça, pour l'amendement, il y a un formulaire aussi qui est disponible sur le site du tribunal administratif du logement. C'est un document comme celui là, pour le formulaire de demande. D'après vous, est-ce que, supposons, le tribunal a une information à vous communiquer? Est-ce que ça se peut qu'il vous téléphone? On me dit, normalement, ce n'est pas toujours par la poste. Bonne réponse. Le tribunal administratif du logement ne va jamais vous appeler, ne va jamais vous envoyer de courriel. Donc, si vous déménagez, il faut que vous les avisiez. Parce que si vous envoie quelque chose à votre ancienne adresse et que vous n'êtes pas au courant, qu'il vous envoie une info comme quoi, par exemple, votre procès serait reporté ou peu importe, bien là, vous êtes tenu responsable. OK? Donc, c'est important de communiquer vos changements d'adresse pour recevoir les informations. Ils vont communiquer avec vous seulement par la poste. Réunir les demandes, donc, c'est possible, on l'a dit, s'il y a un lien entre elles. Et juste à savoir, mais selon ce que Denis, qui est intervenant chez Action Logement Lanaudière, me dit, c'est pas la magie. OK? Il y a un service de conciliation aussi qui est offert entre les locataires et propriétaires. Donc, si vous ne voulez pas là, entamer de démarche officielle là, devant un juge. La cause en va être quand même retenue. Quand tu parles s'il y a une nouvelle adresse, mettons dans les 45 jours, tu fais la demande. Si tu n'es pas déménagé, puis ton balcon, il n'y a pas de cause, je l'ai envoyé, tu vas déménager. Il reste quoi Oui, mais dans le fond, il peut y avoir des dédommagements qui peuvent être donnés là, en compensation, peu importe. Dans ce cas-là, quand vous avez déménagé, oui. Ouais, il y a des dédommagements ou peu importe. Là, non, mais tu sais, exemple, s'il y avait harcèlement ou peu importe, ou en tout cas, toujours est-il, si jamais il y a un changement d'adresse pour X raison, puis que vous avez des démarches qui sont entreprises, parce que des fois, ce qui est important de savoir, c'est que votre cause ne sera pas entendue nécessairement dans les 2 semaines qui suivent. Hein? Des fois, ça peut aller 2 ans après. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est ça, là. La conciliation, c'est du propriétaire qui fait sa demande ou c'est les 2 parties qui peuvent dire. Ben, si ça peut être les 2 parties qui peuvent, on me demande si c'est les 2 parties qui peuvent faire une demande de conciliation, oui, c'est pas réservé strictement à un ou à l'autre. OK. Donc là, je vais vous présenter des mises en situation. Vous allez me dire qu'est-ce qui marche pas là-dedans. Est-ce que la personne a oublié, qu'est-ce qu'elle a oublié ou bon.
Simone veut déposer une demande. Pas facile. Elle a récolté ses preuves, okay, donc ses photos, ses textos, tout ça. Elle a rempli le formulaire liste des pièces, donc le petit document ici. Elle a récupéré le formulaire de demande, le grand formulaire que je vous ai donné, et a l'argent nécessaire pour payer les frais. On dit un maximum de 84 $. Moi, elle a tout donné ça. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Alors, elle a oublié un document qui est très important. C'est la chose première, le premier document avant d'entamer même une démarche au tribunal. On dit le bail. La lettre, première lettre enregistrée dans La, mise en demeure. la mise en demeure, la copie de la mise en demeure. Donc, elle a oublié sa copie de la mise en demeure, de jamais oublier. Okay? Donc, elle a oublié la copie de sa mise en demeure. Autre situation. Robert remet au tribunal la preuve d'envoi de la notification, donc la preuve qu'elle a envoyé une copie à son propriétaire, 2 mois après l'avoir fait parvenir à... je m'excuse, c'est ça. Robert remet au tribunal la preuve d'envoi de la notification 2 mois après qu'il l'ait fait parvenir à son propriétaire. C'est quoi l'erreur là-dedans? Trop tard. C'est trop tard. C'était combien de jours? 45 jours après que vous ayez donné la copie ou après l'ouverture? Après l'ouverture du dossier. Donc, il doit s'assurer que le tribunal ait reçu la preuve de notification, la preuve de copie, maximum 45 jours après le dépôt de la demande, l'ouverture du dossier. Micheline a déposé une demande parce que son propriétaire n'a pas réparé la rampe défectueuse de l'entrée principale. Elle veut ajouter la réparation du balcon à cette demande. Elle se dit qu'elle en parlera le jour même, puisque, bon, les problématiques sont similaires, sont presque pareilles. Ça marche pas, parce qu'il faut compléter l'amendement, comme vous avez parlé tantôt, de rentrer une nouvelle pièce pour que ça soit déposé en objet de la demande. Super, vous avez une très bonne partie de la réponse. Donc, envoyez un amendement, mais avant ça, il y a quelque chose d'autre qu'il faut envoyer. La mise en demeure, c'est ça. Donc, si la réparation de la rampe n'apparaissait pas dans votre première mise en demeure, vous devez réenvoyer une autre mise en demeure. Ensuite de ça, faire un amendement, donc remplir le formulaire d'amendement et le notifier, ça veut dire envoyer une copie à votre propriétaire. Question. Oui. Le paiement de 5 jours fonctionne toujours, on ne peut pas le dépasser. C'est un amendement. Oui. Mais un amendement. Oui. Dans le fond, tu as 45 jours. Oui. Après l'ouverture du dossier. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non? Ça va? Je suis assez clair? Oui. Okay. Est-ce que c'est pertinent jusqu'à maintenant? Très pertinent. J'espère. On va sûrement parler d'augmentation, ça va venir plus tard. Oui, c'est sûr qu'on attend. Bien, dans le fond, aujourd'hui, c'était pour le tribunal, mais il n'y a pas de problème. Moi, à la fin, si vous voulez qu'on parle d'augmentation, puis tout, je vais répondre à vos questions. Tout de suite? Bien, je vais répondre, mettons, à la fin de la présentation. Dans le fond, on m'avait demandé de vous présenter les démarches, là, dans le fond, pour le tribunal. Mais s'il y a des questions, moi, je suis très ouvert à vous répondre. Ça marche? Dans le fond, ce qu'on fera là, à la fin, si vous avez des questions d'ordre général sur les droits, puis il y a des choses que vous auriez aimé savoir aujourd'hui, que je ne vous ai pas répondu, là, on va se prendre du temps pour en parler. Puis si vous avez des besoins spécifiques aussi pour une problématique vraiment particulière que vous vivez, venez me voir, puis je vous donnerai où les coordonnées, qui appeler, si jamais vous avez besoin de soutien ou d'informations. Ça marche? Quand vous faites une demande au tribunal administratif du logement, vous conservez vos droits, hein? Le droit à votre vie privée, par exemple, le droit à la jouissance paisible des lieux, donc ce qui veut dire d'être bien dans votre logement. Pas question de vous faire harceler par votre propriétaire ou par personne d'autre. OK? Et puis, le propriétaire ne peut pas vous mettre dehors. Il n'y a pas personne qui peut. Le propriétaire ne peut jamais vous mettre dehors. OK? Même si une personne ne paie pas son loyer,
Le propriétaire peut dire, tu ne payes pas ton loyer, toi, dans 2 semaines, je veux que tu ailles sacrer ton camp d'ici. Il faut qu'il envoie une mise en demeure, lui aussi. Il faut qu'il dépose une demande au tribunal administratif du logement. Et la seule personne qui peut mettre à la porte, c'est suite à une décision du tribunal administratif du logement. Okay? Il y a d'autres exceptions. Si, par exemple, le propriétaire veut reprendre son logement, ce qu'on appelle une reprise de logement, pour lui-même ou pour un membre de la famille proche, ou si pour une éviction, OK, dans un cas où, par exemple, il y aurait des changements majeurs qui seraient faits dans un logement, donc, par exemple, un 5,5 qui serait transformé en 4,5 ou l'inverse, ça, c'est une manière, mais vous devez être avisé, OK, par le propriétaire. Mais il ne peut pas vous dire, tout est à la porte comme ça. Quand on entreprend des démarches, évidemment, le propriétaire, ça se peut très bien qu'il ne soit pas content. OK? Ça se peut que ça envenime la relation. Ça peut faire peur aussi, entamer des démarches. Hein, je vous donne des détails aujourd'hui, tout à retenir, bon, 45 jours, il ne faut pas que j'oublie ça, les copies au propriétaire, remplir telle chose, j'ai-tu ramassé assez de preuves? Ça fait peur. C'est l'inconnu, c'est pas notre domaine, hein, on n'est pas des avocats. Comme les dates, hein, rapport d'audience. Moi, j'ai déjà fait des démarches au tribunal. Dans le temps, c'était la régie. Je pense que je suis passé 2 ans après. OK? Fait que c'est une attente, c'est un stress qui peut nous suivre. Oui? J'ai une question qui vient comme ça. Quelqu'un peut-tu aller à l'aide juridique comme aller à un support d'un avocat? Oui. Quelqu'un doit à l'aide juridique? Oui. Là? L'aide juridique, ça fait partie des supports qui sont pour les personnes. Merci. Les supports et ressources, bien là, on le dit justement, l'aide juridique, hein, si vous entamez des démarches, la famille, les amis, qui peuvent vous aider à peser le pour et le contre. Est-ce que je devrais faire mes démarches? Est-ce que je ne devrais pas? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Pour les CLSC, tantôt on en parlait, tout ce qui est en lien avec le CIS, qui est en lien avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, là, tantôt on en parlait, CHSLD, etc. Il y a un organisme qui a le même mandat qu'Action Logement Lanaudière, mais pour ces personnes-là, ça s'appelle le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes, OK, ou le CAP. Donc, pour ces personnes-là, il y a une ressource qui n'est pas Action Logement Lanaudière, c'est le CAP, qui donne l'information générale. Ils ne sont pas des avocats, ils ne donnent pas de conseils juridiques, mais ils sont là pour guider, pour informer. L'aide juridique, puis aussi un avocat, c'est toujours une solution aussi, dépendamment de vos besoins et aussi peut-être les ressources financières. Est-ce que vous avez besoin d'une petite pause? Oui. Une petite pause, on se donne un 10-15 minutes, après ça, on revient. Je vais poursuivre, puis après ça, je prendrai du temps pour répondre à vos questions générales, toutes les questions de loyer, si vous en avez, je vais répondre du mieux que je peux. Ça marche? Merci. Pendant la pause, j'ai eu des questions, notamment sur les hausses de loyer, sur qu'est-ce qui arrive quand je refuse une hausse de loyer, comment ça se calcule une hausse de loyer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est des questions vraiment importantes. Des fois, on pense savoir certaines choses, mais on n'a pas les bonnes informations, puis je pense que c'est important que je vous les transmette. Je vais prendre du temps, comme je vous ai dit tantôt, pour vous en parler à la fin. OK? Fait que là, j'avais une petite partie encore sur Action Logement Lanaudière. J'ai passé outre, là, juste pour que tantôt je puisse prendre du temps là, pour répondre aux questions que je considère vraiment pertinentes. Juste pour poursuivre, là, comment on se prépare à une audience? Donc, une fois qu'on a envoyé nos documents, là, bon, tout le monde a sa copie, toutes ces affaires, là, tous les documents officiels ont été remplis. Comment je me prépare? OK? Donc, nos preuves qu'on avait tout à l'heure, copie texto, les photos, etc., j'en fais en 3 copies pour moi, j'en fais pour le propriétaire et j'en fais aussi pour le juge. OK? On met ça dans l'ordre chronologique. Donc, on donne encore des exemples de preuves, des factures que vous auriez gardées. OK? Bon, les communications, des rapports d'experts. Préparer son témoignage, c'est stressant aller en cours. Donc, c'est important de se pratiquer. Comme si vous faisiez une présentation devant le public, vous pratiqueriez, ben, c'est la même chose quand on passe devant un juge. Préparer ses témoins, ça ne veut pas dire leur dire quoi faire ou leur dire quoi dire, c'est pas leur mettre des mots dans la bouche, mais c'est peut-être juste les préparer aux questions qui pourraient être posées, par exemple. Et
si vous avez un témoin, OK? Donc, un témoin, ça, c'est la seule personne qui peut émettre une opinion dans les personnes qui peuvent témoigner. Et ça donne, dans le fond, ça ne donne rien de faire témoigner un expert s'il n'y a pas plus à dire, dans le fond, que le rapport qu'il a fourni. OK? C'est pas, si vous avez fait affaire à un expert, ça ne va pas rajouter nécessairement devant le juge, ce n'est pas nécessaire de faire témoigner un expert. Et, bon, évidemment, se pratiquer. Petit questionnaire. Avant qu'on passe à l'autre partie, je vais vous présenter un petit questionnaire. Je vais vous donner un papier, un crayon. Vous allez répondre selon vos connaissances, selon ce que vous pensez, puis ensuite de ça, bien, on va aller vérifier ensemble si tout est correct. Je vais vous donner les infos. Ça va? Ça va, donc même si vous n'avez pas terminé, c'est pas plus grave que ça. On va poursuivre, puis on va corriger au fur et à mesure qu'on va voir les notions. Donc, être représenté devant le tribunal. Ça veut dire quoi, ça, être représenté? OK? Vous arrivez au tribunal, évidemment, vous devez faire votre témoignage. OK? Une personne peut se représenter elle-même. OK? Ça veut dire que tu peux poser les questions, contre-interroger, faire le plaidoyer. Mais tu peux aussi être représenté par une autre personne. Par qui? Exemple, être représenté par son conjoint en tout temps. Donc, à notre question 2 tout à l'heure, notre conjoint ou conjointe ne peut nous représenter au TAL en raison de la charge émotive et du manque d'objectivité. Donc, la réponse est faux. En tout temps, notre conjointe ou conjoint peut nous représenter. Il faut être marié, uni civilement ou conjoint de fait. Même chose, puis on avait, concernant les avocats, OK? On disait à la question 1, une personne qui demande seulement un dédommagement monétaire de 5 000 $ peut être représentée par un avocat. Donc, c'est faux. C'est vrai, peut être représenté par un avocat, sauf si la cause représente un montant de moins de 15 000 $. OK? Donc, tu peux être représenté par un avocat, sauf si la cause représente un montant de moins de 15 000 $. Donc, dans ce cas-là, si c'est pour une cause de juste de 5 000 $, on ne peut pas être représenté par un avocat. Il faut que ça soit plus. Dans le fond, il faut que ça soit 15 000 $ et plus. OK? Et puis, ce qui est important de savoir, ça, c'est juste si votre demande concerne juste un dédommagement financier. Si ça concerne autre chose qu'un dédommagement financier, bien là, vous pouvez être représenté aussi par un avocat. Okay? L'avantage d'être représenté par un avocat, c'est quand il y a plusieurs articles de loi qui sont mis en cause, plusieurs choses de loi, où là, il faut s'y connaître vraiment. Ça peut être un contexte où un avocat là, serait de mise. Et si on est malade ou qu'on est trop loin, ben, on doit faire reporter la date de l'audience. Tantôt, on disait, il est préférable de faire reporter la date d'audience si on est dans l'incapacité de se présenter en cours à la question 3. Donc, c'est vrai, parce que dans le fond, le juge, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut connaître votre histoire, qu'est-ce que vous avez vécu, il veut connaître votre témoignage. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être présent. Faut-tu que la personne présente un papier médical? Pour être présent. Ça se présente pas. Oui, bien, c'est ça, c'est mieux de faire reporter, parce que dans le fond, ça ne donne rien de... Il vous demande pas de preuve. Ben oui, dans le fond, si vous demandez un report d'audience, vous pouvez fournir des preuves, là, mais c'est mieux de faire reporter que de ne pas être présent. Si on ne réussit pas à être représenté au tribunal, on peut être assisté. Okay? Quand on parle d'être assisté, ça veut dire que la personne ne va pas aller témoigner pour vous, elle ne va pas aller poser les questions à votre place, elle va juste être là à côté, elle ne parle pas, OK? Elle ne va pas s'adresser au juge, elle va être là en support moral, elle peut être là pour manipuler des documents, vous aider à la compréhension, peut-être des fois reformuler certaines choses, ça va être le rôle de la personne qui assiste. Donc, à la question 4, on demandait si une personne ne peut être représentée, il est possible qu'elle soit assistée. Okay? Puis là, il y a des critères pour être assistée. Donc, le premier critère, l'âge, l'état de santé, la vulnérabilité, quelqu'un qui aurait une déficience intellectuelle, par exemple. Okay?
maîtrise de la langue, si on a des difficultés à comprendre, et une autre raison jugée suffisante par le TAL, ça c'est le juge qui va décider de ça. OK? Donc, il faut en informer le juge au début de l'audience, et lui, il va juger si c'est une raison valable pour que vous soyez représenté ou non. Comme je le disais tantôt, les avantages d'être assisté, c'est pour se faire rassurer, manipuler les documents et aider à la compréhension. Donc, après l'audience, qu'est-ce qui se passe? Le juge délibère. Combien de temps maximum? 3 mois. OK? Donc, ça, c'était la réponse à notre question 5. C'est pas 1 an, 6 mois, 5 semaines, c'est 3 mois. Ouais. Ensuite, ensuite, il va donner sa décision. Puis pour rendre la décision, ben, dans le fond, il va délibérer, puis après délibération, ça veut dire qu'il va se faire valider. Donc, après ce 3 mois-là, il donne sa décision. OK? À la délibération. OK? Et tantôt, on me posait la question pendant la pause, qu'est-ce qui se passe si jamais je ne suis pas satisfait du résultat? Il y a une possibilité de faire appel, mais là, ça ne se fera pas devant le tribunal administratif du logement. Ça va être à la Cour du Québec. Ça engendre des frais d'avocat. C'est des procédures qui sont encore là très longues et très stressantes. OK? Donc, ça, c'est à considérer. Le 3 mois, est-ce que c'est recevoir la décision ou l'émission de la décision par le... Ben, dans le fond, la délibération, c'est dans ce moment-là qu'il délibère pendant 3 mois, puis ensuite de ça, il donne sa décision. Par Ouais. courrier. Ouais. Oui. On entend souvent dire ça, mais ça fait 2 ans qu'on parle des fois. C'est le temps Ah. avant que tu passes. Oui, c'est ça. Tantôt, quand on parlait que ça peut être long, les procédures, c'est avant que, justement, de passer devant le juge. C'est ça qui va être long. Tandis que la délibération, c'est 3 mois, puis ça peut être prolongé. Ça veut dire que la personne va rester dans son logement 2 ans, quoi. Si ça prend 2 ans. Ben, dans le fond, tant qu'il n'y a pas de décision qui a été rendue par le juge qui dit vous devez quitter votre logement, c'est pas au propriétaire à dire vous sacrez votre camp de là, c'est juste le juge qui peut rendre la décision. Okay. Puis, on va en parler tantôt aussi concernant de ça, là, je dois m'en aller, je ne dois pas m'en aller, quand on fait face à une hausse de loyer, là, ça, c'est des choses qui nous touchent. Là. Donc, à quoi s'attendre? Beaucoup de travail, des longs délais, possibilité de perdre, hein, puis des impacts sur notre vie. C'est de l'énergie, du stress, etc. Je vous en parlais tantôt, peser le pour et le contre. C'est pas nécessairement la meilleure démarche pour nous. Oui. Une question piège un peu, mais si quelqu'un il a déménagé entre-temps, ça fait 2 ans, 4 ans, il n'y a rien qui se passe, là, il a trouvé un autre logement, il s'en va. La cour, ça continue, le cas s'arrête ou... Si la personne a déménagé, non, ça va continuer. OK. Quand j'ai été, moi, à la régie dans le temps, j'étais plus dans le logement pour lequel j'avais fait la demande, mais ça a été entendu 2 ans après. Mais j'étais dans un autre logement. OK. Est-ce qu'il peut y avoir des dédommagements? Il peut y avoir ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Non? Ben là, avant de vous demander comment vous avez trouvé si ça a été pertinent pour vous, ce qu'on a vu, je prendrai du temps, justement, il est 11 heures, pour répondre à vos questions concernant justement les hausses de loyer. Quand est-ce que je dois quitter mon logement? Bon, c'est quoi tous les recours? Donc, peut-être, madame, la question que vous m'avez posée tantôt, peut-être la reposer pour l'information des autres personnes. Les gens qui ont reçu l'augmentation, à savoir si on accepte ou pas pour renouveler notre bail. Moi, j'ai posé la question tout à l'heure, il dit qu'il va revenir là-dessus. Est-ce que comment qu'on procède si l'augmentation est trop haute et quel est le taux permis par la régie pour le tribunal, là, je suis habituée de diriger, qui est demandé selon la régie avec l'augmentation si un propriétaire fait une hausse extravagante, quels sont nos droits pour accepter le loyer ou non.
Puis, c'est ça, savoir comment est-ce qu'on procède pour accepter le loyer si on veut rester, mais refuser l'augmentation. Il va en parler tout à l'heure. OK. Donc, dans la question, il y a deux volets. Premièrement, comment on fait ça, une augmentation de loyer? Et ensuite, qu'est-ce qui arrive dans le cas où je refuse une augmentation de loyer? OK? Donc, c'est ça que je vais vous expliquer. Il y en a tout le temps qui vont dire « Ah, il faut que tu fasses… c'est quoi le taux cette année, là? C'est-tu 5%? C'est quoi? » Bon. Premièrement, ce n'est pas juste un taux qu'il faut appliquer. Quand on va estimer une hausse de loyer, pour voir combien notre propriétaire pourrait nous demander, ça implique plusieurs informations. OK? Par exemple, si votre loyer est non chauffé, ce qui veut dire que c'est vous qui assumez les frais d'électricité, on a un taux de 2,3 qui va rentrer dans notre calcul. On va prendre en considération aussi la hausse des taxes municipales, la hausse des taxes scolaires. Est-ce qu'il y a des réparations majeures qui ont été faites dans votre logement? Est-ce qu'il y a des réparations majeures qui ont été faites dans le bloc? Par exemple, la toiture. Ensuite, c'est combien il y a de logements dans votre bloc? C'est des informations qu'il faut connaître, dans le fond, pour estimer une hausse de loyer. Okay? C'est sûr que si votre propriétaire a fait des rénovations dans votre logement, vous savez, vous n'avez pas en votre possession les factures qui vous disent, ben regarde, réparer la toiture, ça a coûté 25 000. Vous ne les avez pas. Nous autres, chez Action Logement Lanaudière, on a une personne, elle s'appelle Carole, qui, jusqu'en mars, s'occupe de ça, l'estimation de hausse de loyer. Elle n'a pas plus les factures en main. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va poser des questions au propriétaire. Est-ce que vous vous souvenez, le camion qui est venu, là, c'était quel contracteur? Bon. Si vous savez le nom du contracteur, vous pouvez appeler, essayer d'avoir l'information ou poser des questions d'ordre général. Par exemple, dans le cas d'une toiture, d'un bloc, telle dimension, ça peut coûter combien? Il faut faire une idée d'estimation. Ensuite de ça, taxe scolaire, taxe municipale. Sur le site, par exemple, ici, c'est les affluents, là, votre centre de service scolaire. Donc, sur le centre de service scolaire des affluents, vous pouvez avoir accès aux taxes scolaires. Donc, l'année dernière, de cette année, OK? En appelant aussi, à votre municipalité, vous pouvez aussi avoir accès là, aux taxes municipales. Donc ça, comme je vous dis, c'est pas juste un taux, un pourcentage, c'est pas votre loyer actuel fois 2,3 %, puis voilà, c'est quoi votre augmentation, c'est plusieurs choses qui rentrent dans un calcul. Okay? Maintenant, si vous estimez que votre augmentation de loyer est trop élevée, vous avez trois choix. Vous pouvez accepter votre augmentation de loyer, évidemment, puis rester dans votre logement. Vous pouvez refuser votre augmentation de loyer et quitter. Et vous pouvez refuser votre augmentation de loyer et rester dans votre logement. Une fois que vous avez refusé l'augmentation de loyer, que vous décidez de rester dans votre logement, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui arrive après? Vous n'avez plus de démarche à faire. C'est à votre propre. Là, vous essayez, premièrement, de vous entendre avec votre propriétaire. Regarde, est-ce qu'on pourrait s'entendre pour une moins grande augmentation? Si votre propriétaire accepte, parfait, vous êtes entendu entre vous. Mais si le propriétaire n'accepte pas votre offre, c'est à lui à entreprendre des démarches. Il y a 30 jours après la réception de votre réponse, comme quoi vous avez dit « je refuse l'augmentation, je reste dans mon logement », il y a 30 jours suivant la réception de votre réponse pour entreprendre des démarches au tribunal administratif du logement en fixation de loyer. Et là, c'est le juge qui va décider de la fixation de loyer. Si le propriétaire ne fait pas les démarches en dedans du 30 jours, votre bail est renouvelé automatiquement avec le loyer que vous payez avant, dans le fond, dans la dernière année. Donc, ça enlève une charge sur le dos du locataire. On a souvent l'impression que c'est à nous à faire les démarches. Mais non, ça revient dans les mains du propriétaire à ce niveau-là. Puis, si jamais, exemple, le juge décidait qu'il y a effectivement une hausse, c'est rétroactif à partir du renouvellement du bail. Oui. Il faut peut-être être obligé
disait c'est à nous autres à les vérifier. Lui, il peut dire ça a monté puis ça n'a pas monté autant. Quand il n'y a pas à fournir de preuves, il n'y a pas à fournir des documents, le propriétaire, sauf s'il y a des démarches entreprises au tribunal administratif du logement, il va devoir fournir des preuves. T'sais, il ne peut pas arriver, ben là, j'augmente, ben j'augmente. Il va falloir qu'il fasse comme quand on fait une demande, nous, au tribunal, qu'il fournisse les preuves, les factures, qu'il puisse le justifier. Mais nous, quand on effectue une estimation de hausse de loyer, on y va en allant chercher nos informations par nous-mêmes. Mais c'est quand même accessible, oui. Le délai du 30 jours, est-ce que c'est, mettons, moi, je donne ma réponse. Ouais. Ça fait le calculateur de commande. Ouais. 30 jours après, j'ai pas eu de signal, rien, ça veut dire que je peux dormir en paix. Si 30 jours, si, par exemple, vous avez dit, moi, je refuse l'augmentation de loyer, puis je reste dans mon logement, ben, il y avait 30 jours suivant la réception de votre avis pour entreprendre des démarches. S'il n'entreprend pas de démarches, si c'est qu'il accepte que vous restez dans votre logement et puis que vous refusez l'augmentation de loyer. Tout Ça veut simplement. dire que moi, si j'ai pas eu de signal après 30 jours. Oui, ben, vous êtes correct. Dans le fond, votre bail est renouvelé automatiquement avec. Si je le reçois une semaine après parce que pour lui, je ne sais pas pourquoi, c'est juste ça ma question. Après 30 jours. Oui, ben, c'est comme quand, exemple, le propriétaire nous envoie un avis pour dire qu'il va nous augmenter notre loyer. Ben, on a une feuille à signer, on a une preuve à fournir. Donc, s'il refuse, là, il faut qu'il y ait une preuve comme quoi c'est 30 jours après la réception. Vous comprenez? Il faut qu'il puisse le prouver. Oui, c'est ça. Si je n'ai pas eu de preuve. On parle de 30 jours ouvrables, puis la fin des fois, il y a des affaires. C'est 30 jours. 30 jours, fin de semaine. Oui, c'est 30 jours. OK, parfait. Merci. Oui. Est-ce que les personnes doivent s'informer à la ville pour la taxation? Oui. C'est en rôle d'évaluation. Vous allez voir, vous sélectionnez rôle de taxation sur la ville. Vous avez accès. Par exemple, c'est ça, en rentrant des informations, on peut avoir accès là, aux taxes. Là, puis tout ça oui, c'est des choses qui sont accessibles. Est-ce que le tribunal a déjà pensé que le propriétaire il s'enrichit avec l'évaluation qui monte tout le temps? On n'a jamais pensé à ça nulle part. Que le propriétaire s'enrichit avec l'augmentation. Ta Ouais. maison, tu l'as achetée à 125 000 là, Ouais. en temps, puis elle vaut 600 000. Oui. Et un bloc, mettons, Ouais. quelque chose. Là. Ils n'ont pas tenu compte qu'il faut que ce soit juste le locataire qui paye? Mais dans le fond, c'est pas le locataire qui va assumer toute l'augmentation. Mettons, dans votre bloc, il y a 6 logements, mais c'est réparti entre les locataires. Puis je vais juste vous. Mais si c'est un duplex, c'est pas grand monde. Je vais vous sortir comment on fait ça. Là. Je vais vous le montrer. Je pense que c'est divisé Avec les le mois. nombre de logements Oui. plus lui. Je vais vous le montrer comment précisément. Ça Matériel fait pas ici. gros quand t'es un duplex. Donc ici, hausse de C'est loyer. séparé en deux plus Je vais vous le montrer par rapport aux taxes. Là, je vais vous le montrer. Bon, ça c'était mon outil que j'ai fait. Là, je vais enlever ça, cette histoire-là. Fermez mon PowerPoint. Là, je suis comme en mode partagé. Là, je vais fermer. Si je ferme ça, je vais fermer ça. Bon. On va voir. OK. Exemple pour les taxes. Donc, on va faire taxe municipale de l'année en cours, moins taxe municipale l'année dernière. On calcule, ça nous donne une réponse. Taxe scolaire de l'année en cours, taxe scolaire de l'année dernière, moins les taxes scolaires de l'année dernière, ça nous donne la différence. On additionne la différence des taxes municipales et des taxes scolaires, ce qui nous donne une réponse. On divise par le nombre de logements dans le bloc et ensuite on divise cette réponse-là par 12 mois. Donc, l'augmentation ne revient pas dans les mains. Le propriétaire, il n'est pas inclus dans ça. C'est pas comme, mettons, si c'est 6, ça va être divisé par 7, égale 7. Non, c'est par le nombre de logements. C'est comme ça que ça se fait. Le propriétaire, c'est pas inclus dans son divisé. Non?
Quand on fait nous autres, on estime une hausse de loyer. Oui, ça enrichit. Là, c'est le montant actuel du loyer fois l'indice du temps pour le chauffage. Exemple, votre logement est non chauffé, cette année, c'est 2,3 %. On écrit notre réponse ici. Ensuite, les montants pour la réparation dans le logement qui a été faite, s'il y en a qui ont été faites, s'il n'y en a pas, c'est 0, fois 3,8 %. Cette année, c'est ça pour les travaux. Donne une réponse, on divise par 12, j'inscris ma réponse ici. Montant de réparation dans l'immeuble, par exemple, si la toiture a été refaite, fois 3,8 % égale, divisé par le nombre de logements, égale, divisé par 12 mois. Ensuite, les taxes, comme je vous ai dit tantôt. Et là, toutes ces réponses-là, je les additionne, ce qui va me donner mon estimation pour ma hausse de loyer. Fait que vous voyez plusieurs choses qui rentrent en considération. Puis, quand le propriétaire, lui, va faire ses calculs pour vous augmenter, s'il sait comment faire, il y a même d'autres affaires aussi qui vont rentrer dedans, les frais d'entretien, les ci, les ça, mais il y a des informations auxquelles on n'a pas accès. Mais avec ces informations-là, on peut en arriver à une estimation là, qui est quand même assez représentative de ce que ça devrait être. La toiture, c'est compté pour les locataires. Ça, c'est des réparations qui sont faites dans... Pour son bloc à lui, c'est son entretien. Oui, je sais, mais c'est les réparations majeures qui ont été faites dans le bloc, puis qui ont été faites dans le logement, ça rentre dans les estimations. Je suis d'accord. Oui, je je sais. pas, mais c'est l'embellissement pour Ouais. que ça coûte. Mais même si ça ne concerne pas votre logement en tant que tel, qu'il y a des réparations qui ont été majeures, qui ont été faites dans le bloc, ça rentre dans les coûts. C'est ce que j'avais dit. Ça veut dire que le 2,3 peut se transformer Ça enrichit. en 5-6 %. Ben non, là, quand je parle des pourcentages, exemple, je vous parlais de 2,3 % pour un logement non chauffé, que c'est vous qui payez l'électricité, ou pour les 3,8 % là, pour ça, c'est le taux pour cette année, c'est les taux pour cette année, pour 2023. L'année prochaine, ça va être d'autres choses. L'année passée, c'était autre chose aussi. Okay? Puis, petite question comme ça, si là, il y a des hausses de loyer présentement, là, il envoie les avis. S'il a fait des réparations en janvier 2023, d'après vous, est-ce qu'il peut mettre ça pour l'augmentation de cette année? Non. C'est ça. C'est l'année précédente, dans le fond. S'il a fait des changements en 2022, là, il peut le calculer, mais si c'est en janvier 2023, il ne peut pas. Oui. Si le bloc de 8 logements, le propriétaire en habite un, Ouais. c'est calculé à 8 logements pareil. Ah, c'est mieux que ça. C'est avec le nombre de logements dans le bloc. Le propriétaire. Ouais. Je vous ai dit, vous pouvez accepter, rester dans votre logement, refuser, vous en aller, vous pouvez refuser et rester. Mais il y a une exception, est-ce que vous la connaissez, cette exception-là, où vous ne pouvez pas refuser une hausse de loyer? S'il y a quelqu'un de la famille qui veut prendre ce logement-là. Mais je veux dire, là, si on parle d'augmentation de loyer, que vous ne pouvez pas refuser l'augmentation de loyer, il y a une exception. Est-ce que vous connaissez cette exception-là? Un nouveau, vous dites un nouvel appartement? Oui, dans le fond, si vous habitez dans un bloc qui est de 5 ans ou moins, et qu'on vous fait une augmentation de loyer, que vous n'êtes pas d'accord, on fait une augmentation de loyer, là, vous avez deux choix, accepter et rester ou refuser et partir. C'est ce qu'on appelle dans la section F là, du bail. Si la section F est remplie pour les immeubles de 5 ans et moins, ben, vous ne pouvez pas refuser une augmentation de loyer et rester dans votre logement. Donc, nous, à Action Logement Lanaudière, c'est une de nos revendications, l'abolition de la section F, parce que là, dans ces cas-là, en plus que vous ne pouvez pas refuser et rester dans votre loyer, le propriétaire peut faire des augmentations comme il veut. Là, il n'y a pas besoin de faire tous ces calculs-là. Il peut vous dire, je vous augmente de 300 par mois s'il veut. Il n'y a pas de limite et il peut changer toutes les conditions du bail. Et là, vous ne pouvez pas non plus refuser les modifications puis rester. Ça s'applique-tu aussi dans les RPA ou dans les logements pour aider avec des services? Pour les RPA, pour tout ce qui est pour ce qui est des... Ça fait partie... On peut aller au tribunal, oui, parce que ça fait partie des conditions du bail. Okay. Mais, exemple, un contexte où ça ne s'appliquerait pas, qu'on ne peut pas refuser, c'est dans un cas de personne qui habiterait dans un HLM, où c'est 25% du revenu. De toute façon, on ne peut pas contester une hausse de loyer, parce que justement, ça va en fonction du revenu. Votre loyer va augmenter seulement si votre revenu augmente.
de ce contexte-là. Les cas d'éviction, Oui. on parlait un peu de la loi 482, ça. La personne dehors. Oui, un cas d'éviction. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir précisément? Qu'est-ce que les personnes peuvent faire? Les conditions? Il y a des, 70 ans, 10 ans? Oui, dans le fond, ça c'est pour les reprises de logement. Donc, un propriétaire peut reprendre, je vous ai dit, je pense tout à l'heure, peut reprendre son logement pour lui-même ou pour un membre de sa famille proche, sauf si la personne qui habite dans le logement a 70 ans et plus et que ça fait au moins 10 ans qu'elle habite dans le logement. Là, par exemple, il y a d'autres conditions aussi, là, puis question de revenus aussi. Dans ces contextes-là, il doit laisser la personne là. Oui. Quand on parle d'éviction et de rénovation, jusqu'à où ça va? S'il change la salle de bain, tu n'es pas obligé de quitter ton logement, dans le fond. Non, dans le fond, s'il change la salle de bain, par exemple, vous ne pouvez pas occuper le logement de façon temporaire là, pour un temps parce que vous avez besoin d'une toilette et vous avez besoin de vous laver. Bon, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que vous continuez à payer votre loyer, mais vous êtes relogé, par exemple, à l'hôtel, et là, c'est au propriétaire à payer les frais d'hôtel. Okay. Puis, il doit les payer. Habituellement, il les paye après, mais il serait supposé vous donner l'argent au moment où vous rentrez dans le fond à l'hôtel, au moment où vous êtes relogé, et non pas après. Mais souvent, ils vont rembourser après, et ils sont supposés payer l'argent avant. Parce qu'on entend souvent parler des nouvelles, et je sais partout que il y a des gens âgés qui sont dans un appartement, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ne payent pas cher parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis là, ils les mettent dehors pour rénover, puis après ça, ils redoublent le loyer. Ouais. Après. C'est ce qu'on appelle les rénovictions. Dans le fond, faire des rénovations pour pouvoir relouer et pour pouvoir vendre plus. Ça se pas vendre, mais louer plus conteste-tu? Ça se cher. conteste-tu au tribunal administratif? Il faut des preuves. Ouais. Il faut des preuves. Puis, tu sais, la personne, c'est ça. Il faut des preuves. C'est encore là, dans la revendication, c'est pas parfait. Tu sais, prouve-le, dans le fond. C'est ça. Le propriétaire qui a, dans le fond, qui fait une éviction, Oui. vous dites qu'il fait la reprise pour lui-même. Oui. Est-ce qu'il faut qu'il ait 70 ans? Non, il peut reprendre, même s'il n'a pas 70 ans, il peut reprendre pour lui ou pour une personne, son enfant, par exemple. Ou, Mais il faut aussi, il y a une autre condition qui s'ajoute à ça, c'est qu'il faut qu'il trouve un endroit à tant de kilomètres avec le revenu que la personne qui va dehors. C'est ça, là? reloger la personne avec un. Il n'y a pas la responsabilité Il y a trois, hein? de trouver quelque chose. Il peut avoir un dédommagement, tu peux refuser. Non, il y a des démarches qui peuvent être faites, tu peux refuser l'éviction, mais il y a des dédommagements qui peuvent être donnés. Oui. Mais là, au niveau là, que vous me dites, ça, je n'ai jamais entendu parler de ça, moi, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas ça non Moi, j'ai plus. vu un cas de démolition, OK. que la personne, dans le fond, comme il dit, payait peut-être 700, là, tu arrives à 1500. C'est le même propriétaire. Ouais, ouais. Le monsieur est allé chercher, grâce à nous, 55 000. Ouais, ouais. Ouais. Il faut que les personnes s'informent de ça. Ouais. L'éviction de logement, je sais pas parler de l'âge, là, mais ça se peut, je l'ai déjà vécu. Faut que tu envoies au locataire qui est là, parce que j'ai déjà été propriétaire on parle de 40 ans, 6 mois avant oui. la fin de l'année Oui. pour prendre possession, exemple, Ouais, au mois de juillet. c'est un bail de plus de 6 mois. C'est ça. Puis il y a d'autres délais qui s'appliquent si ton bail est moins élevé, mais effectivement, oui, c'est pas je fais des rénovations, puis majeures dans mon logement, donc demain matin, tu t'en vas, il y a des délais puis à respecter pour envoyer Moi, la j'avais vie. acheté ça avec mon mari, puis Tout ça, on en devenait propriétaire, mais je voulais l'habiter. Ouais. Alors, on peut pas, il faut que tu donnes ton avis avant la fin de l'année en cours de, mettons, ça a été au mois de décembre 2022. Si tu n'as pas rien envoyé, puis tu es rendu, oh c'est vrai, j'ai oublié, Le oublie bail ça. continue. Oui, il va continuer, mais tu peux prendre la possession le 1er décembre. Même si tu vends, tu ne l'as pas donné. Fait que Non, l'autre ben- propriétaire va être obligé de recommencer. En fait, si tu veux, moi je parlais là, de prendre le logement ou que ce soit une autre personne, ton fils, ta fille, il faut que dans l'année suivante, 6 mois, qu'il ait reçu l'avis avant de prendre possession de l'appartement dont tu veux rentrer en question. Parce que moi, j'avais déjà acheté, puis
je l'ai eu le 1er décembre, mais il fallait que l'avis soit fait 6 mois avant. À partir du 1er décembre, tu rentres, ou bien non, le 1er juillet. Mais c'est 6 mois que la personne, il faut qu'elle l'ait reçu en main. Puis il faut prouver aussi que la personne à qui que tu vas donner ton logement soit la bonne La bonne personne. personne qui le fait. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait le tour pour les questions? Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez savoir? On est à 11h20. J'ai encore du temps si vous voulez. Oui. Je voudrais savoir, actuellement, je suis dans un logement, puis je pense aller dans une RPA. Ouais. Bon, ça peut prendre du temps, à ce que je sais. Alors, combien de temps mon propriétaire peut-il exiger que je paye de loyer pour me libérer de mon bail? Oui. Dans le fond, il y a justement, ça c'est de mettre fin à son bail en dehors des délais. Il y a 4 exceptions, justement, exemple, si une personne est victime de violence conjugale, si elle a accès à un HLM, une résidence pour une personne aînée avec des soins de santé. Et puis, oui, je pense que c'est ça, c'est 2 mois, c'est d'un bail d'1 an. Oui, d'envoyer un avis 2 mois avant. C'est un bail d'un Il ne an. faut pas oublier de remettre la vie comme de quoi, pourquoi que la personne, dans le fond, se déplace. Tu sais. Elle Ouais. quitte. Il faut qu'elle ait une preuve, oui. Parce que Ah, puis j'ai oui. accompagné à la régie du logement une personne qui n'avait pas remis Ouais. le papier, la raison qu'elle s'en allait là. Puis on s'est ramassé à la régie du logement. Heureusement, Oui. l'autre personne ne s'est pas présentée, puis il y avait une facture de 1900 $. Ouais, puis autre, ça m'est revenu aussi, la dernière, il y a 4 exceptions. La dernière, s'il y a un nouvel handicap, donc une personne qui se retrouvera en fauteuil roulant, par exemple, qui habite dans un 2e étage, peut quitter en dehors des délais parce qu'évidemment, elle ne peut plus occuper le logement. Donc ça c'est la 4e exception là, pour laquelle on peut quitter avant les délais. La RTO, Avant la fin du bail, pardon. Excuse, la RTO, tu t'envoies, ils peuvent te fournir une preuve pour votre déménagement avec la date. Oui. Tu vas déménager. Ouais. Fait que ça fait 2 mois pour. Ouais. Tu t'avises son propriétaire. Ouais. Faut que tu t'en ailles d'un endroit où il y a au moins 2 services. Ouais, avec un RPA avec des soins de santé. Tu parles d'un logement et un autre logement, mais ça marche pas. Non, c'est ça, RPA avec des soins de santé. On a 2 mois, sans ça, il faut que tu respectes ton bail. Oui, c'est ça. C'est quitter tu peux pas dire, je donne il y en a qui vont dire avec un avis de 3 mois d'avance, je peux m'en aller, c'est pas vrai, cette histoire-là. Non. Est-ce que ça fait le tour? C'est clair. Oui? Je vous remercie vraiment de votre écoute, je vous remercie de votre participation. Merci pour vos questions. J'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu. Et puis, j'espère que ce que je vous ai appris aujourd'hui vous a servi. Il y a des questions qui m'ont été posées aussi pendant la pause. On m'a demandé d'envoyer par courriel les indices du temps, les pourcentages qui rentrent dans les hausses de loyer. C'est des documents que je vais faire parvenir à Mme Plouffe et qu'on pourra vous transmettre par courriel aussi.